Bonjour à tous, bienvenue au webinaire du coup, sur le rôle de l'enseignant en activité physique adaptée. Donc là, plus particulièrement dans la prise en charge de la dénutrition des personnes âgées donc, de plus de 60 ans. Je crois connaître pas mal de monde, mais du coup, juste pour vous redire, donc ce webinaire, il est organisé dans le cadre du parcours des NUT. Donc le parcours des NUT, c'est un parcours expérimental de repérage et de prise en charge de la dénutrition des personnes de plus de 60 ans et du coup dans le cadre du parcours à domicile. Et juste pour information, il y a aussi une version de DNUT plutôt en EHPAD. Donc je vais laisser la parole à Pierre et Charles, mes collègues de la Strava Nutrition, qui vont vous présenter ce webinaire. Mais si vous voulez plus d'informations sur le parcours en ville ou en EHPAD, n'hésitez pas du coup à revenir vers nous ou à aller voir directement sur le site de la Strava Nutrition ou de l'UR Libéraux pour le parcours des NUT. Charles et Pierre, je vous laisse la parole. Merci Lola. Merci. Bonjour à toutes et à tous. On fera donc ce temps de webinaire à deux voix. Je commencerai et puis Charles prendra la suite. Simplement pour vous dire qu'on aura largement le temps d'échanger, je pense, à l'oral, même si vous êtes nombreux. En tout cas, si vous avez des questions en cours d'intervention, vous pouvez les noter sur le chat directement et on tâchera d'y répondre en direct. Ou bien de vous dire qu'on y reviendra lors des questions. Pour ce webinaire, donc sur le rôle de l'enseignant en activité physique adaptée, dans le cadre du parcours des NUT, Lola et Marine souhaitaient qu'on revienne effectivement aussi sur peut-être des choses que vous avez vues lors du e-learning au tout départ, mais qui datent peut-être déjà d'il y a quelques semaines, donc quelques mois peut-être. Donc c'était l'occasion de refaire un point, de peut-être formuler autrement certaines bases que vous avez peut-être déjà vous, mais que vous avez peut-être parfois du mal à transmettre à d'autres professionnels autour de vous. Donc voici les idées un petit peu pour cadrer l'échange sur finalement l'activité physique, de quoi il s'agit. C'est finalement tout ce qui va nous mettre physiquement en mouvement. Et l'activité physique, comme on aime à la voir avec Charles, c'est vraiment, faut le voir comme un acte social. C'est pas simplement un mouvement musculaire qui vient consommer de l'énergie. Il faut vraiment le voir comme une façon de vivre dans un environnement, une façon de s'exprimer, une façon évidemment de bouger, et avec des conséquences dans l'ordre du relation, du rapport à son environnement. C'est vraiment comme ça que l'activité physique doit se voir auprès des patients et puis même pour vous en tant que citoyen. Le schéma qu'on aime beaucoup avec Charles, c'est celui-ci. C'est un schéma qui permet de comprendre assez facilement qu'il y a différents domaines qui viennent composer notre façon d'être actif. Et il n'y en a pas un meilleur que l'autre. S'il y a une petite nuance, peut-être, c'est sur l'activité physique au travail, où on est aujourd'hui sur des bénéfices qui ne sont pas les mêmes, peut-être largement moindre en tout cas que l'activité physique qui est plutôt de l'ordre du loisir ou des transports, pour des raisons que la science évalue en ce moment. Mais voilà, dans le cadre du parcours des NUT, on est plutôt sur des personnes à la retraite, donc cette sphère-là disparaît, donc on ne rentre pas dans le détail aujourd'hui. Simplement pour vous dire que ce qu'on aime beaucoup donc, dans cette évolution des sphères, c'est que ça va permettre de se rappeler que chaque domaine est évolutif et ça permet de sortir les gens finalement du moi je fais ou je ne fais pas, ou pour les personnes âgées finalement je ne fais plus rien. Eh bien c'est pas vrai, les gens en face de vous font encore des choses et l'activité physique c'est pas binaire, c'est pas j'en ai fait, c'était efficace et du coup je fais plus rien aujourd'hui parce que c'est plus la peine. Donc c'est plutôt comment accompagner les gens vers mais comment je fais encore, qu'est-ce que je peux encore faire, comment j'aimerais faire demain un peu mieux par rapport à ce que je peux faire aujourd'hui. Un autre schéma, hein, c'est la même idée, hein, mais peut-être qui est plus synthétique, plus facile à comprendre et à imprimer peut-être. Vous l'aurez dans le diaporama. En retenant qu'effectivement, la plupart de nos activités physiques, on va les faire sans en avoir conscience. Donc là, c'est le rôle des environnements de vie autour de la personne. Et vous, en tant qu'intervenant auprès des personnes, vous avez accès à cet environnement. Vous aider à comprendre si finalement cet environnement est propice à des mouvements spontanés, des mouvements non conscientisés ou pas. Ou si finalement tout est fait pour que la personne soit assise toute la journée et que c'est pour elle la façon la plus simple de vivre dans son environnement, c'est de ne pas bouger. Le terme inactivité physique on souhaitait juste partager avec vous, c'est juste pour vous dire que c'est un terme qui est utile pour la recherche et l'épidémiologie, c'est-à-dire grosso modo une barrière, on dit bah, combien il y a de gens qui sont au-dessus de cette barrière qui bougent plus
combien il y a de gens qui bougent moins. Et puis, on a tendance à dire que les gens qui bougent moins que la barrière qu'on a fixée, eh bien, ils sont comme inactifs. En fait, voilà, ça c'est utile quand on doit comparer les populations, etc. Mais pour vous, dans l'entretien bilatéral, pour revenir à ce que je vous ai dit juste avant, toutes les personnes en face de vous font déjà une activité physique, parfois très modeste, c'est vrai, mais ils font déjà de l'activité physique. Donc le terme d'inactif, le terme d'inactivité physique, mettez-le franchement de côté parce qu'il vous desservira si vous l'utilisez, il sera contre-productif. Le schéma intéressant qu'il faut avoir en tête quand on parle d'activité physique, ce sera le seul peut-être. C'est donc vous voyez ici, j'ai gardé le mot inactif, c'est pour ça vous fait écho exactement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne l'efface pas, mais prenez du recul par rapport à ça, simplement pour vous dire que les bénéfices pour la santé sont vraiment apparaissent dès le début. Il n'y a pas un niveau d'activité physique à faire pour que les bénéfices apparaissent. Aujourd'hui, on a très bien démontré que chaque petit pas compte, et c'est vraiment cette démarche-là qu'il faut avoir en tête. Et il n'y a pas non plus, même si là, il y a un certain plafond peut-être au bout d'un moment qui s'installe, ce plafond, il est assez lointain. Donc, on peut accompagner la très grande majorité des gens vers plus de mouvements. Ils seront très loin de ce plafond. Et donc, finalement, pour revenir dans le détail, vous voyez qu'une personne qui est peu active au départ, elle augmente sa quantité d'activité physique que ici j'ai mis par une chaussure. Et vous voyez les bénéfices qu'elle a ici que j'ai mis avec un cœur, les gains de bénéfices santé sont assez conséquents. Et ils sont encore plus importants en fait que si cette personne-là, une autre personne, pardon, qui était assez active et qui avait ajouté cette même quantité d'activité physique, cette même chaussure, eh bien, elle aurait eu, elle, un gain en bénéfices santé, alors toujours des bénéfices, mais un gain moindre. Et ça, c'est extrêmement encourageant. Ça permet de vous dire que ce sont les personnes les plus éloignées, finalement, qui, avec un petit pas, vont en bénéficier encore plus que les gens qui sont les plus actifs. Donc ça, c'est très encourageant, très satisfaisant en tant que professionnel. Donc chaque pas compte, c'est vraiment le message qu'il faut avoir. La notion de sédentarité est à avoir en tête. Pourquoi? Parce que, donc déjà, qu'est-ce que c'est la sédentarité? C'est tous les moments où on est assis ou allongé en dehors du sommeil. Donc c'est assez facile à comprendre. Et ce temps de sédentarité, en fait, les chercheurs se sont rendus compte que il n'était pas compensable, si vous voulez, par de l'activité physique, pas totalement. C'est-à-dire que c'était une caractéristique à part entière qui venait faire apparaître de nouveaux risques sur la santé. Et donc, on pouvait être, par exemple, satisfaire les normes, entre guillemets, d'activité physique, faire, par exemple, 30 minutes d'activité physique chaque jour, et puis, malgré tout, être assis plus de 12, 13, 14 heures par jour. C'est quelque chose d'assez fréquent quand on regarde bien nos modes de vie. Eh bien, les chercheurs se rendaient compte que cette sédentarité, ce temps passé assis, avait ses effets propres sur la santé. Et que même si on augmentait son activité physique, on ne pouvait pas compenser ce temps-là passé en position assise. Donc, on est bien aujourd'hui sur une double lecture. Mais attention, quand on parle du temps passé assis, ne basculons pas dans l'excès d'angoisse. C'est pas grave, c'est normal d'être assis, ça fait partie de nos modes de vie aussi, on n'en a pas la maîtrise, donc c'est important plutôt de se dire, les effets, ils apparaissent sur des temps prolongés, c'est-à-dire lorsqu'on va dépasser 9, 10 heures, 11 heures par jour en position assise, et puis ils apparaissent aussi quand on est sur plus de 2 heures consécutives, par exemple, c'est là qu'il est important de venir rompre sa sédentarité, se lever quelques minutes, marcher, aller aux toilettes, aller boire un verre d'eau, etc. Ça fait partie des effets non négligeables pour contrer les effets de l'activité physique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur l'affiche grand public que peut-être vous avez dans vos modes d'activité respectifs, on aboutit dans la colonne ici à gauche, augmenter la partie activité physique, et puis dans la partie à réduire la colonne de droite, vous avez la sédentarité avec le temps qui est passé assis qui est ici illustré. Et les phrases telles quelles qui ont été testées et qui sont à diffuser pour vos publics, si vous voulez être sur une recommandation très générique, c'est-à-dire vous ne rentrez pas dans le détail de la personne, à minima, vous devez avoir ce repère en tête qu'on est sur une notion, une ordre de grandeur de 30 minutes d'activité physique dynamique par jour. Le mot dynamique est important parce que il est compréhensible par tous. Dynamique, même une personne âgée, dynamique, ça va être bouger un tout petit peu plus que voilà, le piétinement, d'aller de ma table à mon salon, ce qui est déjà très bien, hein, mais d'essayer d'aller vers des choses un tout petit peu plus dynamiques. Ça va pouvoir répondre à chacun. Et puis inversement, pour un jeune en pleine forme, il va aussi s'approprier ce que c'est que ce mot dynamique, en ayant en tête que ces 30 minutes, ce n'est pas un seuil, hein. Toujours par rapport à ce que je vous disais au début, une personne qui marche déjà, qui est déjà active d'une façon dynamique que 5 minutes par jour, si on lui propose les 30 minutes, ça va être beaucoup trop loin par rapport à ce qu'elle fait actuellement, donc on va s'adapter à ce qu'elle fait. Sur la sédentarité, le repère de prenez le temps de marcher un peu toutes les 2 heures, peut-être que cette recommandation évoluera, peut-être que dans quelques temps on parlera d'1 heure et demie, mais peu importe, en tout cas,
venir se lever, fractionner ses temps passés assis, c'est extrêmement intéressant. Un réflexe qui probablement vous avez rencontré dans vos pratiques, c'est finalement la personne qui dit « je suis tombé quand je bougeais ». Si on ne bouge pas, on ne tombe pas. Donc, le corollaire arrive très vite. Si je ne bouge pas, si je ne bouge plus, je ne vais pas retomber. Donc, c'est finalement assez intelligent de se dire ça. C'est assez le réflexe assez binaire. Je suis tombé quand je bougeais. Si je me mets à ne plus bouger, je ne vais pas tomber. Et en fait, ce cercle-là, si vous voulez, est assez fatal parce que la restriction d'activité amène un déconditionnement assez rapide des capacités physiques, de la confiance surtout à pouvoir se tenir debout et à se rééquilibrer. Et c'est là que ça entraîne de nouvelles chutes, etc., etc. Donc c'est intéressant en fait de se dire, mais en fait non, la seule phrase qui vaut, c'est que moi je bouge, et moi je bouge. Donc une personne qui bouge peu, la seule conséquence dont on est sûr, c'est qu'elle bougera peu et encore moins après. La chute voilà, arrivera aussi. Et quand on s'intéresse à la façon de bouger des gens, il doit toujours se dire qu'est-ce qui influence la façon de bouger des gens. Ce n'est pas que leur motivation, ça peut jouer, mais c'est aussi beaucoup de ce qui correspond à leur environnement social. L'environnement bâti, l'environnement naturel. Et vous, je pense, si vous êtes pour la plupart des intervenants qui vont au domicile des gens, vous avez donc accès beaucoup plus facilement que quelqu'un qui est dans son cabinet à ces environnements qui sont à proximité de la personne. Et puis pour la personne âgée, on peut se soucier surtout du soutien social. Ça va être déterminant pour comprendre l'isolement ou non de la personne qu'on a en face de soi. Évidemment, ses croyances, parce que peut-être que comme pour le tabac, par exemple, certains se sont dit c'est plus arrêter que j'ai fumé, alors que si, on sait que ça a des bénéfices non négligeables. Et bien pour l'activité physique, c'est pareil. C'est pas parce qu'on a 70, 75, 80 ans que les effets de l'activité physique ne vont plus apparaître. C'est pas vrai. Il y a vraiment de gros progrès à faire assez facilement. Et voilà, peut-être aussi d'aller voir la croyance de dire oui, mais puisque je ne peux pas faire comme avant, je ne peux plus rien faire. Et puis se soucier de l'urbanisme aussi, j'ai relié ça à la façon dont est composée la maison finalement, comment elle est structurée, est-ce qu'elle a un étage ou non, est-ce qu'elle est accessible, est-ce qu'elle est lumineuse, sans aller jusqu'au détail, est-ce qu'il y a des tapis, etc., mais de comprendre si elle est en bord de route, s'il y a un trottoir, voilà, comment elle est inclue dans le quartier de vie de la personne. Donc finalement, parler d'activité physique, ça nécessite vraiment un temps où quelqu'un va aller à la rencontre de l'environnement, du microcosme de la personne. Ça peut être un seul professionnel, ça peut être vous, ça peut être aussi quelqu'un qui est arrivé en même temps que vous, ou ça peut être l'action combinée. Et dans ce cas-là, l'importance d'écrire les choses pour les partager, pour que l'intervenant qui arrive juste après vous sache ce que vous avez creusé et vu comme ressource ou comme frein dans l'environnement de la personne. Donc, je vais laisser Charles pour la partie suivante. Et je vous dis à tout de suite pour vos questions. Pendant que je fais le partage d'écran, Pierre, est-ce que tu peux te présenter? Je crois que tu ne l'as pas fait. Désolé, exact, on n'avait pas mis nos noms. Pierre Caillot, Ouais. médecin de santé publique à la SRA Nutrition. Donc, vous comprenez pourquoi il a si bien parlé de cette thématique de l'activité physique. Moi, je suis Charles Gagnon, enseignant en activité physique adaptée, donc à la SRA Nutrition, idem, et sur la thématique, pareil, de l'activité physique. L'objectif, c'était vraiment de vous présenter les généralités sur l'activité physique et puis de recentrer un petit peu sur la personne âgée, c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui. Alors, voilà, on recontextualise un petit peu. Alors, on le sait, selon les données, les personnes âgées sont physiquement moins actives et plus sédentaires que les autres groupes d'âge, et ce, d'autant qu'elles sont fragiles. Et en plus de ça, si elles sont fragiles, eh bien, elles peuvent avoir des antécédents de chute et des limitations fonctionnelles ou avec certaines pathologies chroniques. Et on le sait, le changement, il y a certains changements physiologiques et changements de composition corporelle liés à l'âge. Plus on avance, plus notre corps change, et notre composition. Et donc, finalement, si on regarde les variables qui changent en fonction de notre âge, de notre avancée en âge, eh bien, on se rend compte que notre capacité cardio-respiratoire va diminuer, que notre masse musculaire va diminuer, pardon, que notre force et notre puissance musculaire également, et en plus de ça, eh bien, on va augmenter notre masse grasse. Alors,
Quand on voit cela, on se dit, eh bien, cette diminution, cette perte physiologique de masse musculaire, il ne faut pas qu'elle devienne une perte pathologique de masse musculaire. Et vous nous voyez venir, eh bien, maintenir une activité physique régulière pour une personne fragile, à risque élevé de chute ou une personne dénutrie, eh bien, pratiquer, maintenir une activité physique régulière, eh bien, on va permettre de maintenir une force musculaire et donc ça permet aussi de stimuler l'appétit. Et donc, si on a des recos, des recommandations, des repères pour les plus de 65 ans et plus, eh bien, c'est se centrer sur les activités physiques de la vie quotidienne, ce qu'on appelle les déplacements actifs, parce qu'on sait qu'ils vont avoir un rôle prédominant dans le quotidien des gens et il faut les questionner, il faut savoir ce que ces gens font pour qu'ils puissent vraiment maintenir un niveau d'activité physique tout au long de leur vie. Et puis, questionner les activités récréatives ou sportives de loisirs qui doivent être promus dans le quotidien des gens. Alors, on sait ça, on sait aussi que l'activité physique, eh bien, ça permet de conserver une autonomie fonctionnelle en fonction de l'avancée avec l'âge, et puis ça prévient les chutes. Donc, vous avez par exemple sur le site mangerbouger.fr des informations grand public, mais aussi des informations pour les professionnels, pour parler d'activité physique et aussi pour promouvoir un mode de vie actif. Donc, on le sait, les personnes âgées sont plus fréquemment inactives, même si Pierre vous l'a dit, ce mot, il est à prendre avec des pincettes. Et finalement, eh bien, faut pas que le fait que la personne soit âgée, avance en âge, eh bien, elle réduit ses capacités fonctionnelles plus vite que le vieillissement physiologique des choses, chronologique. Donc, on est déjà tombé tous face à une personne d'un certain âge. Là, par exemple, j'ai pris un monsieur de 76 ans qui vous commencez à parler d'activité physique avec lui et puis vous dit de toute façon, j'ai 76 ans, qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Je suis trop vieux. Alors oui, c'est une croyance que beaucoup de personnes âgées ont, fait que de dire finalement, avec l'avancée en âge, c'est normal que je sois moins capable de bouger, moins capable de pratiquer une activité physique. Donc, il va falloir se battre contre cette croyance qui est parfois un petit peu trop puissante, trop forte chez les gens. Et accompagner la personne âgée sur l'activité physique, c'est d'autant plus important, vous l'aurez compris si vous êtes là, chez les sujets fragiles et à risque élevé de chute. L'activité physique, elle va s'intégrer clairement dans une approche multifactorielle et personnalisée chez la personne âgée, où l'idée va être évidemment d'évaluer la personne sur ses capacités physiques, soit par un professionnel de santé, je pense au rééducateur par exemple, évaluer les capacités physiques, mais aussi évaluer l'environnement. Pierre vous en a parlé, quels sont les facteurs qui vont avoir une influence sur la pratique d'activité physique, sur les moments actifs? Eh bien, si on ne questionne pas l'environnement, eh bien, on ne pourra vraiment pas répondre aux besoins et aux envies de la personne que l'on accompagne. Dans cette approche multifactorielle, personnalisée, l'activité physique a toute sa place et les programmes d'exercice physique, on pense souvent au renforcement musculaire, aux exercices d'équilibre statique ou dynamique ou à de l'endurance, eh bien, ils ont toute leur place et ils doivent être promus auprès des personnes âgées, que ce soit en individuel ou en groupe, évidemment. Lorsque l'on parle d'activité physique, eh bien, il faut prendre en compte les facteurs psychosociaux chez la personne âgée, susciter la motivation, évidemment, pour maintenir un engagement dans une activité physique sur le long terme, vous l'aurez compris, et l'enseignant ou l'enseignante en activité physique adaptée, eh bien, a dans sa boîte à outils eh bien, cette mission d'accompagner les gens vers davantage d'activité physique dans leur quotidien. Donc, un enseignant en activité physique adaptée, par exemple, eh bien, va questionner la personne âgée sur sa vision de l'activité physique, son regard sur l'activité physique. On a tous une vision, une définition de l'activité physique. Pour moi, c'est ça. Pour moi, pour mon voisin, c'est ceci ou cela. Eh bien, ça, il faut questionner la personne. Parce que si on propose quelque chose et finalement, c'est absolument à côté de ce que la personne vit, de ce que la personne aime, eh bien, on ne répondra pas aux envies et aux besoins de la personne âgée. Et c'est pas parce que la personne elle a environ plus de 70 ans ou bien plus encore qu'il ne faut pas questionner l'expérience, son vécu sur l'activité physique, quels ont été ses loisirs dans sa jeunesse. Alors sa jeunesse, hein, c'est à l'école, à la sortie de l'école, au début s'il y a eu des études ou alors au début du travail et jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à questionner ce
ce vécu, cette expérience autour de l'activité physique parce que vous allez connaître, identifier certains freins et certains leviers comme le plaisir de pouvoir aller marcher, le plaisir de pouvoir faire jouer à la balle ou autre sur un tennis de table, etc., etc. Questionner le quotidien, un enseignant APA doit savoir questionner le quotidien. Alors, c'est pas juste, bon, cette semaine, est-ce que vous avez bougé? Non, c'est pas ça. Vous l'aurez bien compris, c'est on prend un temps, une semaine lambda, une semaine où vous identifiez vos routines et dans ces moments-là, vous allez voir les moments où vous êtes actif ou actif sur une semaine. Vous pouvez vous aider aussi de questionner les écrans, c'est-à-dire combien de temps les personnes restent devant la télé ou l'ordinateur, par exemple. Et puis, j'ai mis les objets connectés et les smartphones entre guillemets, puisque bon, les personnes âgées sont une population qui est encore assez éloignée du digital, mais on sait avec les prochaines générations, ce sera quelque chose qui prendra tout son sens. Donc, il faut questionner cette existence sur une semaine, bien évidemment, pour connaître les moments actifs de ces personnes. Le quotidien, mais le quotidien dans l'environnement de la personne. C'est comment est votre logement? Quelles sont vos possibilités de déplacement? Est-ce que vous vous déplacez qu'en voiture ou est-ce que vous marchez de temps en temps? Est-ce que vous avez une aide technique? Cette aide technique, est-ce que vous l'utilisez qu'à l'intérieur de la maison ou est-ce que vous l'utilisez aussi à l'extérieur? Ce ne sont pas simplement le médecin ou le professionnel de santé, le kiné qui doit poser cette question-là, c'est toutes les personnes qui sont autour qui sont dans l'équipe de prise en charge de la personne âgée et les enseignants APA peuvent en faire partie. Donc, c'est à eux aussi de questionner l'environnement, si est-ce qu'il est favorable à la mise en mouvement et aussi quels sont les lieux que la personne fréquente par plaisir. Donc, vous l'aurez compris, finalement, c'est l'idée de valoriser les moments actifs de la personne et de lui dire, ben, finalement, vous êtes actif, c'est plus facile qu'on ne le croit et on peut s'en rendre compte assez simplement, tout simplement en donnant allez, 15 minutes, un semainier, en disant, bah voilà, monsieur, madame, du lundi au dimanche, de 8h à 20h, on va voir ensemble tous les moments où vous êtes actif, où vous faites des choses, où vous vous déplacez. Et puis, bah, on se rend compte qu'il y a plusieurs moments dans la semaine où la personne a identifié des tâches, des actions, des moments actifs qui sont routiniers. Eh bien, c'est son quotidien. Eh bien, il faut s'appuyer là-dessus, déjà valoriser ce que la personne fait, et puis s'appuyer sur ces moments actifs pour dire, bah, finalement, il y a peut-être quelque chose à greffer sur une activité. Est-ce que les courses, est-ce qu'on est obligé de faire les courses une seule fois ou on peut y aller plusieurs fois dans la semaine puisque c'est dans le bourg et je peux y aller à pied ou je peux acheter un chariot de course avec mon mari ou ma femme, etc., etc. Et ça amène beaucoup de discussions sur l'activité physique du quotidien. Alors, vous l'aurez compris, Pierre vous l'a très bien expliqué, l'idée, c'est de se baser sur les facteurs qui vont avoir une influence sur la pratique d'une activité physique régulière des personnes âgées et avec un objectif, des objectifs concrets, précis, co-construits et toujours réalisables et ne jamais oublier que les personnes, eh bien, il faut que ces objectifs soient en parfaite adéquation avec leur mode de vie, leur culture, sans forcément bouleverser leurs habitudes de vie, puisqu'on le sait, eh bien, si on bouleverse trop de choses, si ça ne rentre pas dans une routine de vie, eh bien, la personne, lorsque vous aurez quitté son domicile ou que la consultation sera terminée, eh bien, il y a de forts risques que la personne ne mette pas cela en place à son domicile. Toujours, lorsque l'on parle d'activité physique avec une personne âgée, lorsqu'on accompagne une personne âgée sur l'activité physique, avoir la validation du médecin pour la simple et bonne raison, savoir si la maladie chronique est stable, si là où les maladies chroniques et qu'il y a une absence de décompensation en cours, évidemment. L'activité physique chez les personnes âgées, il est toujours important de le dire, mais c'est toujours se baser sur un volume d'activité faible au départ, avec des intensités faibles, donc légères, et une durée courte pour que ce soit abordable, accessible très rapidement et que ce ne soit pas délétère pour la personne, et toujours valoriser sa progression et adapter l'activité physique à la personne et non à votre en tant que professionnel. Lorsque l'on accompagne une personne sur l'activité physique, lorsqu'un enseignant, APA par exemple, mais d'autres professionnels peuvent parler d'activité physique avec les personnes âgées, eh bien la douleur peut rentrer dans la discussion, c'est normal. On a déjà tous entendu quelqu'un, j'ai arrêté, j'ai mal, donc je ne fais plus. Eh bien, je ne suis plus mon mari lorsqu'il va marcher parce que lui, il marche 30 minutes et moi, au bout de 15 minutes, j'ai mal au genou, donc j'ai arrêté de le suivre. Donc voilà, donc madame ne marche plus, par exemple. Donc,
questionner cette douleur, c'est très important puisqu'on le sait, toute activité physique peut être source de sensations douloureuses pour une personne, mais si on ne va pas questionner ces sensations douloureuses, sans qu'on soit forcément expert sur l'activité physique, un enseignant APA le sera, un kiné le sera, mais questionner l'intensité de la douleur, l'intensité de l'effort aussi, la durée de l'effort, les mouvements réalisés, est-ce que vous avez mal quand vous faites ce type de mouvement-là ou c'est tout le temps, et la fréquence. Et après, ça vous permettra d'orienter la personne en fonction, vers les bons professionnels. Pardon. Vous l'aurez compris, parler d'activité physique, c'est toujours aussi éviter de reprendre trop fort, trop souvent, trop longtemps pour être sûr d'avoir une 100% d'adhésion de la personne et qu'elle maintienne ses efforts sur le long terme. La mise en mouvement doit toujours être adaptée et c'est la plus-value d'un enseignant ou d'une enseignante en activité physique adaptée, c'est que ce programme, ces séances, cet accompagnement est adapté la première fois, la 10e fois, la 100e fois, etc., etc. Donc finalement, quand on parle d'activité physique avec une personne âgée, quand on l'accompagne, eh bien, c'est toujours garder en tête le plaisir de bouger, ne pas oublier de lui parler des bénéfices physiques, sociaux, émotionnels, le fait de pratiquer en individuel, mais aussi chez soi, mais aussi en groupe avec sa famille, avec ses amis, sortir de son domicile pour aller pratiquer, c'est très important. Et puis évoquer les risques d'une sédentarité élevée, comme on peut l'évoquer avec d'autres publics, eh bien, papy, mamie ou mon voisin qui reste toute l'après-midi dans son fauteuil à regarder la télé, eh bien, ça aussi, ça doit être questionné et ça doit être exploré, évidemment. Maintenant, j'ai envie de parler d'un lien entre les kinés et les enseignants en activité physique adaptée, une complémentarité, évidemment, pour le maintien des effets de l'activité physique sur le long terme, avec des objectifs qui peuvent être communs, puisque le kinésithérapeute, qui est un rééducateur, un professionnel de santé, et l'enseignant en activité physique adaptée, qui est un professionnel du sport, ils vont mettre l'activité physique au centre de leur démarche, au centre de leur accompagnement pour la personne âgée. Donc avec des objectifs comme la prévention des chutes, comme l'amélioration de la condition physique générale ou la diminution des risques cardio-métaboliques. Et juste faire un focus sur l'enseignant en activité physique adaptée. L'activité physique adaptée, APA, c'est pour toutes les personnes qui ont des besoins spécifiques. On va résumer cela comme ça. Dès lors qu'il y a une maladie chronique, des limitations fonctionnelles, une sédentarité élevée, un handicap, eh bien, l'enseignant en activité physique adaptée peut proposer son accompagnement. Il faut savoir que pour vous, c'est une vraie ressource, parfois nouvelle ou déjà existante sur l'activité physique. Ce sont des professionnels qui ont une licence TAPS APA minimum et pour beaucoup d'entre eux, ils ont poussé jusqu'au master avec des missions. Les missions principales, c'est optimiser les capacités de la personne, mais concevoir des programmes personnalisés en fonction des besoins et des envies de la personne et des capacités. Et puis orienter vers une pratique en autonomie. L'idée n'est pas, un enseignant APA ne doit pas faire entonnoir, c'est-à-dire je garde les gens. Non, c'est je propose des programmes pour aider les gens, les accompagner pour qu'ils soient autonomes dans leur pratique d'activité physique, avec toujours un objectif simple, améliorer leur qualité de vie. Vous retrouverez ces professionnels de l'APA dans des centres hospitaliers, beaucoup, dans des SSR, spé gériatriques parfois, dans les EHPAD, dans les établissements médico-sociaux, associations, maisons sport santé et autres. Vous les retrouverez où ils collaborent, ils travaillent en étroite collaboration, si je puis dire, avec d'autres rééducateurs tels que les kinés, mais pas que, des ergos aussi, des ergothérapeutes sur des cycles d'éducation thérapeutique et aussi dans des lieux de réadaptation ou de réhabilitation également. Et enfin, voilà une dernière diapo pour dire que c'est une collaboration qui, à mon sens, qui a de l'avenir en ville. Le kinésithérapeute, qui est un professionnel de santé, plutôt sur des actes de rééducation des troubles ostéo-articulaires, la marche, etc. Puis accompagne la personne sur de la prévention des chutes, par exemple. Et bien, il peut y avoir, on va dire, un transfert vers l'enseignant en activité physique adaptée après
ce temps de rééducation pour plutôt un accompagnement sur l'activité physique dans le quotidien, avec un focus sur de la réadaptation ou alors de la prévention, comme la prévention des chutes que tout le monde identifie assez facilement maintenant. Vous pourrez retrouver ces enseignants en activité physique adaptée dans des réseaux, le réseau du dispositif On y va, pour les personnes qui vivent avec une maladie chronique. Vous retrouverez beaucoup d'enseignants APA dans des maisons sport santé. Si vous voulez des informations sur l'activité physique, eh bien, vous avez 2 sites internet, un site national pour bien vieillir et puis un site régional, le Gérontopole, avec Cartonut aussi sur le site de la SRAE Nutrition. Vous pouvez aussi trouver des professionnels de l'activité physique adaptée. Et puis aujourd'hui, en 2022, il y a le ministère des Sports, le ministère de la Santé et le ministère chargé de l'autonomie qui se sont penchés sur l'activité physique et les personnes âgées, qui ont sorti des dossiers de presse qui vont ensuite découler sur un plan anti-chute des personnes âgées. Donc c'est à venir, vous allez en entendre parler durant l'année 2022 avec peut-être un panier de soins à tester peut-être dans la région des Pays de la Loire, et il y aura forcément de l'activité physique dedans. Mais tout ça, c'est à prendre au conditionnel. Vous verrez en fonction de l'actualité. Et puis, au final, c'est pas parce que les personnes âgées vont, disons, pratiquer une activité physique collective, avoir un suivi chez leur kiné, que, eh bien, il faut s'arrêter de questionner l'activité physique. Il faut simplement regarder ce qui se passe. Non, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est que chaque professionnel, qu'il soit de santé ou alors un professionnel au domicile de la personne, eh bien, qu'elle puisse questionner cette activité physique et qu'elle identifie aussi l'importance d'une activité physique chez les personnes âgées. Donc, peut-être on est tous autour de la personne, mais nos objectifs sont peut-être parfois différents en fonction des professionnels. Mais l'idée, c'est toujours de rendre les personnes âgées le plus actives possible en mouvement pour maintenir leur qualité de vie. Et avec Pierre, on aime bien cette dernière phrase: le mouvement de vos patients mérite de s'y arrêter, et l'immobilisme également. Merci. Merci beaucoup Pierre et Charles pour la présentation. Du coup, je vais inviter les participants à prendre la parole directement si vous avez des questions ou des commentaires. Sinon, vous pouvez aussi écrire dans le petit onglet discussion vos questions. Dans le cadre du parcours d'INUT, les interventions de l'enseignant en activité physique adaptée peuvent durer sur une période de 4 à 6 mois, hein, selon le parcours du patient. Et puis, c'est pris en charge dans le cadre du parcours. Il y a Laurence Grégoire qui lève la main. Vous pouvez allumer votre micro pour poser une question si vous voulez. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez du coup? Très bien. Oui. Alors moi, je suis diététicienne en libéral sur le secteur de Châteaubriand. Je vous avais un petit peu questionné sur les personnes formées en APA sur mon secteur, donc on y vient petit à petit, j'ai l'impression. Donc voilà, moi j'aborde souvent en fait le sujet de l'activité physique en consultation parce que ça fait partie des objectifs. Voilà, pour les patients, et je suis souvent un peu démunie face aux conseils pour qu'ils puissent limiter les risques de se faire mal sur l'échauffement. Je trouve que c'est un sujet qui revient souvent. Moi, j'ai beaucoup de patients qui jardinent en fait, donc c'est une activité que j'essaye de promouvoir parce qu'il y a aussi un lien avec le bien manger. Et du coup, je suis en recherche d'avoir un discours un petit peu plus précis sur l'échauffement avant de se lancer au jardin, parce que souvent, ils se font mal. Et puis après, voilà, ils sont limités dans le retour à l'activité physique. Et je suis en recherche d'infos sur ça. L'échauffement ostéo-articulaire, bien entendu, il est très intéressant et important. Après, ce qui est difficile, c'est de l'intégrer dans une pratique de la vie quotidienne. C'est-à-dire, quand je fais la vaisselle ou quand je jardine, on nous a jamais dit de s'échauffer. Donc, pour que la personne y pense, ça peut être très long. Et finalement, elle ne va pas conscientiser les choses et dire je vois pas pourquoi elle le fait. Nous, ce que l'on conseille, moi, ce que je conseille, c'est que la personne, lorsqu'elle jardine, elle a une idée en tête, elle a des objectifs.
des objectifs de jardinage, c'est-à-dire est-ce que c'est juste arroser, est-ce que je dois bêcher, est-ce que je dois me pencher, etc. Et c'est de finalement rendre le jardinage accessible en disant commencez par les petites tâches, les choses qui sont assez simples pour vous, qui ne vont pas vous demander d'effort. Et finalement, au bout d'un certain temps, eh bien, au bout de 15 minutes, là, vous commencerez à être sur des actes un petit peu plus actifs. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment une discussion bilatérale où il faut vraiment comprendre ce que la personne, comment elle voit le jardinage, parce que c'est sûr que si elle commence tête baissée à manier la pioche, oui, il y a de forts risques. Mais c'est vrai que ça peut être délicat, mais je l'amènerai. C'est une possibilité de l'amener comme ça, mais ce n'est pas la seule. D'une manière générale, il y a peut-être aussi une notion où les gens peuvent être d'accord à partir d'un certain âge sur une notion un petit peu de verrouillage au début de la journée, sans aller dans vraiment le côté pathologique des choses, mais voilà, se sentir un peu enraidi le matin, etc. Et donc de dire, voilà, d'aller faire un petit tour de quartier ou un tour de jardin avant de s'y mettre vraiment. Ça peut être un moyen de se sentir un peu plus alerte quand on y va. Et après, le jardinage a une forme c'est quelque chose d'assez violent quand même, parce que c'est quelque chose que probablement les gens ont commencé à la retraite, le plus souvent, à 60 ans. Et puis, ça met en face de ces limitations qui augmentent et de ces capacités qui se réduisent un petit peu inévitablement quand même. Et donc de rappeler aux gens cette notion-là, peut-être mais depuis quand vous jardinez, depuis que vous êtes à la retraite, c'est à quel âge votre retraite, c'est peut-être même à 57 ans, 55 ans, et de se dire, mais voilà, est-ce que votre santé, votre capacité physique est la même aujourd'hui qu'à 55 ans? Non, c'est vrai que non. Et du coup, comme ça, d'amener cette nuance c'est normal de ne pas jardiner de la même façon et de devoir faire peut-être moins. Ça permet d'accéder au discours de fractionnement, de progressivité, et qu'on ne va pas avoir les mêmes. Charles parlait des objectifs. C'est vrai que les jardiniers ont beaucoup d'objectifs, en tout cas au moins toujours de faire comme l'année d'avant. Et ça, malheureusement, en tout cas, voilà, de ramener le fait que comme l'année d'avant, oui, entre 74 et 75 ans, d'accord, mais si les repères ils ont été établis à 55 ans, il y a un moment où voilà, il faut ramener cet accompagnement il y a des choses à adapter. Et d'une manière générale, l'échauffement ne sera jamais assez long et progressif. Donc on peut toujours dire, ça ne coûte rien de dire, allez marcher un petit peu, on va toujours trop vite et trop fort, ça c'est sûr. Je vais juste ajouter un mot aussi sur le réseau. On pourra envoyer votre support, Pierre et Charles, pour les personnes qui veulent avoir accès à toutes les cartos. Donc sur les supports, on retrouvera du coup les différents réseaux où on peut retrouver des œufs à part. Et sinon, sur Cartonut, vous pouvez mettre le filtre Dénudeville si vous voulez un œuf à pas qui a été formé du coup à Dénut pour prendre en charge des patients dans le cadre du parcours. Et sinon, sur les différents territoires, je sais qu'il y a une association où on peut retrouver beaucoup d'enseignants d'activité physique adaptée. Il y en a d'ailleurs aujourd'hui, c'est l'association Ciel Bleu. Et du coup, le maillage au niveau régional est assez bon. Donc, sinon, vous n'hésitez pas à les contacter. Oui, je vais re-questionner. Merci en tout cas. Je vous en prie. Il y avait une autre main levée, Madame Fradé-Gautron. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Alors moi, je rebondis à la question en fait de Madame Grégoire, parce qu'en fait, moi, je suis ergothérapeute. Et souvent, en fait, il peut être intéressant de faire un bilan en fait sur ce qui limite l'activité en fait jardinage. Donc peut-être qu'il va y avoir des aides techniques à mettre en place avant de pouvoir aller vers un éducateur en fait pour pouvoir vraiment la mettre en pratique, parce vous avez parlé tout à l'heure de l'environnement qui pouvait avoir un impact important. Et certaines fois, en fait, on peut juste amener on va décomposer l'activité avec eux et voir en fait ce qui aujourd'hui leur pose problème et leur amener en fait soit des aides techniques ou changer d'outil de jardinage. Quand ils avaient l'habitude de mettre le genou au sol, en fait, il y a des agenouilloirs maintenant. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et donc, on peut réfléchir aussi avec eux, comme vous disiez aussi, à quel moment l'activité est pratiquée dans la journée. Parce que, comme vous disiez, il y a des fois, le matin, c'est pas là qu'ils sont le plus à l'aise. Donc, c'est vrai que des fois, en fait, on manque de certains professionnels sur le territoire, mais je pense qu'on peut aussi avoir des relais avec d'autres. Et puis, pour commencer à mettre en... Comment dire, moi, je dis souvent, on sème une graine, en fait. Les gens vont commencer à discuter avec un professionnel, puis avec un autre.
Et puis petit à petit, les choses vont se mettre en place. Voilà, enfin, c'était pour faire le lien. C'est sûr. C'est vrai aussi, un réflexe, c'est aussi de questionner ce que la personne fait juste avant d'aller jardiner. Admettons, là, ça va être bientôt, si la personne regarde Roland-Garros tout l'après-midi, enfin, voilà, je caricature, ou fait la sieste pendant l'étape du Tour de France la première semaine, et après, elle va jardiner, eh bien, finalement, c'est de dire, vous sortez d'une position assise, d'une durée assez longue, et vous allez faire un effort assez intense et bref juste après. C'est pas forcément le plus judicieux pour ne pas se faire mal. Donc voilà, c'est questionner aussi ce que la personne fait juste avant. Enfin, moi aussi, je leur parle aussi. Enfin, je pense que ça va dans votre sens aussi. Je demande aussi, quand tout à l'heure vous avez montré le semainier. Moi, en fait, je leur demande aussi, en fait, sur leurs activités, à les équilibrer en fait sur la semaine. Par exemple, l'exemple que vous avez montré, le semainier, on pouvait se rendre compte que le dimanche, il y avait peu d'activités, le lundi, il n'y en avait qu'une seule, et le mardi, il y en avait une autre. Et donc, c'est vrai que moi, dans les bilans que moi aussi j'utilise un peu comme vous, c'est de mener une enquête et qui visualisent, en fait, qui prennent conscience que leurs activités elles sont déséquilibrées, et comme vous dites, se retrouver d'une immobilité à une activité intense. Mais moi, il y a aussi, je leur fais prendre conscience sur la dépense énergétique. Parce que des fois, les gens nous parlent, par exemple, que le jardinage, c'est très compliqué, ça leur demande beaucoup d'efforts, mais on va se rendre compte que de se relever du canapé, aller jusqu'à la porte d'entrée, qui là demande 4-5 marches pour aller jusqu'au jardin, et il va falloir traîner un outil qui a un certain poids, eh bien, en fait, on va se rendre compte qu'il y a 10 obstacles avant d'arriver au jardinage, et ce sont ces activités-là, enfin, c'est cette dépense énergétique sur ce déplacement qui est vraiment épuisant, alors que l'activité en elle-même, en fait, ça va peut-être pas leur en demander tant que ça. Donc, c'est vrai que c'est une prise de conscience, mais c'est intéressant que tous les professionnels aient cette évaluation-là pour pouvoir cibler après la mise en activité. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques, échos, situations que certains d'entre vous souhaitaient évoquer? Partage d'expérience. Pour information, on fera un webinaire et un autre au mois de juin, le 16 juin, sur l'ergothérapie qui sera animé par Noémie. Ça intéresse des participants et je vous renverrai l'information par mail et par newsletter. Il y a peut-être eu des... Ah, bonjour, que conseillez-vous comme type d'exercice pour une personne dénutrie? Vaste question. C'est très dur de répondre comme ça. Forcément, vous aurez à évaluer la personne avant pour connaître ses limitations fonctionnelles, ses capacités physiques. L'idée n'étant pas de lui demander un volume d'activité physique trop conséquent alors que l'objectif est ailleurs, mais plutôt de maintenir ce qu'elle fait déjà avant de se lancer dans autre chose. Donc là, vous donnez un exercice ou un type d'exercice, ce serait très compliqué. Toujours avec en voulant solliciter un plus grand nombre de muscles, c'est-à-dire plutôt si la personne peut aller marcher déjà, ça peut être pas mal. Mais c'est vraiment à voir en fonction de la personne et de l'évaluation physique. Il n'y a pas de, enfin, on peut tomber on peut vite tomber dans le fait, voilà, quel type d'exercice, quelle fréquence, etc. Et il est certain que les membres inférieurs vont avoir une grosse importance pour maintenir l'autonomie. Après, voilà, la capacité des gens à faire en dehors des séances encadrées, des répétitions, de lever de chaise, etc. C'est absolument pas ludique et ce ne serait pas très, très rassurant qu'on s'impose tous ce rythme de vie-là. Donc, il faut comprendre finalement comment des situations vont permettre ces levées de chaise dans la journée pour que les moments où il n'y a pas d'intervenant dédié à l'activité physique, ça puisse se produire. Et l'avant-dernière diapo de Charles, où voilà, on voyait les gens qui tournaient la tête et finalement on voyait les aides, les personnes qui viennent au domicile, intervenir au domicile, se démener, aller à toute vitesse, et puis que les gens sont spectateurs de leurs aides. Voilà, c'est peut-être de se dire, qu'est-ce que, en tant que professionnel, je peux un petit peu déléguer à la personne, qu'est-ce qu'elle peut encore faire,
sans que ça prenne trop de temps pour vous, parce qu'évidemment, il ne faut pas trop allonger, je pense, vos présences au domicile, malheureusement, mais voilà, je pense qu'il y a quand même des tâches qui sont encore faisables par les gens et qu'il ne faut pas leur enlever, parce que si ce n'est pas fait avec vous, ce sera encore moins fait sans vous. Donc, voilà un petit peu des astuces, mais grosso modo, voilà, quelqu'un qui se lève une fois de la chaise, on peut lui dire de se lever une autre fois, ou une deuxième fois, une troisième fois, ce sera déjà bien. Puis ce qui est intéressant avec les personnes âgées, enfin avec toutes, mais on a souvent accès rapidement aux aidants, si l'aidant naturel, le mari ou la femme. Du coup, ça permet d'avoir davantage d'informations sur ce que fait la personne dans son quotidien et puis finalement ce que l'autre fait à la place d'eux. Et ça, c'est important de questionner cela pour identifier s'il n'y a pas des ajustements à faire pour maintenir une activité physique quotidienne et régulière. Je crois que Noémie, vous avez relevé la main. De nouveau, moi. Alors moi, j'ai une question dans le cadre du parcours des NUT, quand un éducateur APA intervient, il intervient d'abord de façon individuelle au domicile et est-ce qu'il y a pour projet, par exemple, de créer après des groupes pour stimuler un peu les gens aussi et les faire sortir un peu de chez eux, parce que des fois, c'est un peu lié aussi. On vous laisse répondre, les filles. Ouais. Oui, en fait, ça, c'est vraiment selon les territoires, selon la constitution de groupe sur l'initiative de l'enseignant en activité physique adaptée, de la disponibilité de structures à proximité du domicile. Enfin, pour le coup, oui, je pense que, mais ça, c'est plutôt aux enseignants APA, pour le coup, qui sont là, qui sont connectés et qui interviennent pour certains déjà dans le cadre de prise en charge. À vous de nous dire aussi ce qui est envisageable sur chacun des territoires. Mais oui, je pense que c'est intéressant. Après, concrètement, je ne pense pas que ce soit faisable sur tous les territoires. Mais je pense que c'est un peu un de vos objectifs. Je ne sais pas quel est l'enseignant ou quels sont les enseignants d'activité physique adaptée qui sont présents et qui vont ou qui sont déjà intervenants dans une prise en charge des NUT. Ou pas forcément des NUT d'ailleurs, si c'est aussi Oui, bien sûr, à domicile. hors cadre. Ouais. Émeline, oui. Allez-y, Émeline. Bonjour. Du coup, moi, j'interviens déjà, que ce soit dans le cadre de DNUT ou à côté, à domicile pour les personnes âgées. Et c'est vrai que l'objectif, si on peut faire des groupes, sincèrement, ça serait génial. Pour le coup, moi, je sais que je fais de la gym senior douce. J'ai un petit groupe de 3 personnes en dehors de DNUT. Et sincèrement, c'est génial parce qu'en fait, elles se motivent toutes seules, elles s'entraident et tout, elles s'encouragent. Donc, c'est vrai que c'est appréciable de les voir. Et dans le cadre de DNUT, pour le moment, j'avoue, les personnes que je peux avoir, elles sont seules. Mais du coup, il faudrait réussir à créer quelque chose dans le même secteur, en fait. Parce que moi, ma gym douce que j'ai à côté, là, elles sont 3 dans la même résidence. Donc, en fait, je veux dire, c'est super pratique, c'est envisageable. Les 2 autres, je veux dire, elles sont du tout à côté. Donc, c'est ça qu'il faut. Il faut que ça soit à côté aussi pour le transport, c'est plus facile ou des choses comme ça. Donc, mais c'est sûr que oui, faire à plusieurs, c'est agréable. Je vois la petite demi-heure de renforcement, de prévention de chute que j'ai, ça se passe super bien avec le trio que j'ai, quoi. Oui, Mickaël. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci pour l'intervention. Je partage évidemment tout ce qui a été dit. Donc, moi, je suis Mickaël Albert, enseignant à APA pour l'association Ciel Bleu. Donc, là, c'est sur le 85 principalement. Nous, juste pour vous expliquer notre fonctionnement, effectivement, que ce soit avec des NUT ou non, on peut également intervenir au domicile. Et ce qu'on fait actuellement, en fait, c'est qu'on propose justement aux personnes de rejoindre nos différents groupes, puisque l'idée et l'objectif, c'était avant tout d'avoir une accessibilité géographique, comme disait Emeline précédemment, pour que la personne soit pratique de manière régulière. Il ne faut pas qu'elle ait plus de 10 km à faire pour rejoindre une activité collective. Donc, c'est pour ça qu'on propose des cours collectifs un peu sur toute la Vendée.
Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas en cas de besoin. Et on peut créer, on a des partenaires notamment avec les communes, on peut créer des cours si besoin spécifiques à partir du moment où on a un certain nombre de personnes aussi. C'est quelque chose qui peut tout à fait se mettre en place. Voilà, mais merci. Merci. Merci, Michael. Merci. N'hésitez pas hein, s'il y a d'autres interrogations. Alors, sur l'activité physique, mais ça peut être aussi le moment de partager d'autres éléments sur le parcours des NUT. Super, merci pour le support. Je pense que Charles et Pierre, vous avez été aussi très, très clairs dans vos propos. En tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent après avoir cliqué sur le bouton rouge « Quitter », vous pourrez nous contacter par mail. Il n'y a pas de souci, vous comprennent un temps. Si vous avez des projets ou autres et besoin d'informations, il n'y a pas de souci là-dessus. S'il n'y a plus de questions, c'est bientôt l'heure de toute façon. Il est presque 14 h. Donc, je vous propose qu'on en reste ici. En tout cas, si vous avez des questions, comme l'a dit Charles, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on les transmettra à Pierre et Charles. Merci pour votre disponibilité en tout cas. Merci à tous. Merci à vous. Bon après-midi. À bientôt.